en un an, parce que si vous regardez bien, et si on déploie tout ce qui est proposé, cela va prendre du temps. D'autant plus qu'effectivement, il a été conçu pour un séminaire d'une vingtaine de personnes, et donc le nombre de personnes que vous êtes nous oblige, nous invite à modifier un petit peu la manière dont nous avions conçu je dirais le déroulement de ce séminaire. Vous êtes nombreux, et parmi vous, il y a des étudiants, mais il y a aussi des professionnels qui ont une longue et riche expérience, qui ont des spécialités. Et il nous semble intéressant que, vu qu'il y a et des étudiants et des personnes qui ont cette longue et riche expérience, de pouvoir faire en sorte que ça fasse un foyer de mise au travail et d'échange au niveau des savoirs, des pratiques, etc. D'où l'idée de pouvoir constituer des ateliers de travail à partir non pas d'affinités de personnes, mais d'affinités des thèmes. Alors les thèmes, on va les définir au fur et à mesure, selon d'abord l'orientation du programme. Et donc les thèmes, ça pourrait être par exemple l'entretien, selon par exemple les théories rogeriennes, etc. Et donc si des gens se sentent l'envie de travailler autour de ça, si des personnes ont des pratiques, et qui peuvent venir témoigner de ce qu'ils ont pu, à travers ces méthodes, par exemple, rencontrer, comment ils ont pu évoluer en suivant cette méthode, ou pas, en s'en écartant, travailler avec d'autres à partir de ça, d'en faire l'épistémologie aussi, de voir comment, par exemple, Rogers a pu mettre en place sa théorie à partir de le contexte historique, comment il en est venu à développer toute sa façon de mener les entretiens dans ce contexte dans lequel lui-même est né, puisqu'il était fils de pasteur. Donc on voit que chez lui il y avait des influences, comment il s'en est dégagé, etc. Donc si des gens se mettent au travail à partir de ces thèmes-là, alors la justice Rogers, mais ça pourrait être des pratiques, des gens qui travaillent en analyse transactionnelle, d'autres gens qui travaillent sur les TCC. Et c'est vrai que parmi vous, il y a des personnes qui sont spécialistes en cognitivisme et qui pourront aussi apporter des éléments, venir en parler ici. Donc l'idée, c'est de constituer des ateliers de travail à partir d'affinités de thèmes que vous pourrez aussi venir proposer. On mettra des feuilles à disposition et puis vous inscrire sur ces ateliers. Alors comme vous ne vous connaissez pas encore, ça sera peut-être pas tout de suite dans le premier temps, mais en tout cas on remettra les feuilles à disposition à chaque séance de séminaire. Donc on fera en sorte que vous puissiez vous inscrire, vous connaître, les adresses, on verra logistiquement comment on va se débrouiller. L'idée, c'est vraiment de mettre au travail à partir des contextes différents que vous avez, parce que donc vous avez vu qu'on vous a tous reçus et on vous a entendu dans ce qui était le désir que vous aviez de participer à ce séminaire et ce que vous attendiez. Et on a pu vous dire aussi qu'on attendait des choses de vous, c'est-à-dire que du fait même que pour la plupart d'entre vous, vous avez une riche expérience, et bien que vous puissiez la faire partager. Donc ça va être un enseignement, une sorte d'enseignement assez nouveau et original, dans le sens où le savoir qui va émerger ne sera pas un savoir qui sera de nous quatre, mais de tous. Et ça sera la charge de Sébastien de pouvoir l'extraire et d'en faire quelque chose. Donc voilà déjà un petit peu pour cette mise en place logistique d'atelier. Donc vous serez invité à venir pouvoir rendre compte ici même pendant une demi-heure, peut-être plus si vraiment le thème est important, et de venir en parler. Et puis nous serons là pour aussi réorienter, apporter notre regard, discuter. Et l'invitation qui vous est faite aussi, c'est que nous-mêmes, quand nous parlerons, quand nous amènerons des points de vue,
vous pourrez aussi vous signaler que vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est-à-dire que nous n'avons pas une parole de maître. Nous voulons parler à partir de notre point de vue, à partir de notre expérience, et ce regard-là n'a en aucun cas valeur universelle. Ce qui fait universel, ce sera la mise en commun, si tant est que ça puisse être le cas. Voilà. Oui, en fait, on fait tous partie d'une grande expérimentation. Voilà, c'est un peu ça, parce que c'est vrai, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne part pas avec l'idée d'un savoir qui serait déjà là. On ne vient pas le dispenser comme enseignant, mais on considère, comme le disait Thierry, que par contre, enseignement, on peut tous le faire. Avec cette idée, effectivement, que c'est en y participant ensemble que va émerger, qu'on va produire quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on sait que, en tout cas, on a l'idée que ça sera à partir d'un dialogue. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le rappeler que vous pouvez intervenir, vous pourrez intervenir à tout moment, avec l'idée que chacun d'entre nous aura à intervenir en argumentant, tout simplement, en argumentant pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi il est d'accord, enfin, en essayant d'élaborer ensemble ce savoir qu'on va construire. Et j'ajouterais en partant de la pratique clinique, c'est-à-dire pas d'un corpus comme ça théorique à partir duquel on va déduire des choses, mais bien le mouvement inverse, c'est à partir de la pratique clinique, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on observe en fonction des orientations, en fonction des pratiques, quels sont les effets, et donc remonter à partir de là, aller titiller la théorie, aller l'interroger, la questionner. Voilà, cette idée-là aussi est importante, il me semble. Voilà. Eh bien, c'est ce qui était indiqué dans la présentation, c'est-à-dire que l'enseignement qu'on va essayer de dispenser, alors bon, on dit enseignement parce qu'on n'a peut-être pas le mot pour que c'est quelque chose de particulier, mais il va se déterminer comme ce que j'ai écrit, comme un nœud de Mébius. Alors, le nœud de Mébius, tout le monde sait ce que c'est qu'un nœud de Mébius, parce que parfois, c'est-à-dire, vous prenez une boucle de ceinture, vous prenez une ceinture, vous tournez légèrement la ceinture, vous faites une boucle, et on voit l'intérieur qui devient l'extérieur, et à nouveau, l'extérieur devient intérieur. C'est-à-dire que si on fait courir une fourmi dessus, à un moment donné, elle est à l'intérieur, à un autre moment donné, elle va être à l'extérieur. C'est le principe de la praxis versus théoria, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une théorie qui va être définie comme définitive, parce que qu'est-ce que nous montre la pratique quand nous sommes en entretien? C'est qu'au fond, il n'y a aucune théorie qui vaut. Parce que la rencontre avec un patient, un patient, la rencontre avec un patient, c'est la rencontre, ou avec une personne, c'est la rencontre avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, et qui va venir avec une souffrance, un symptôme, un mal-être, une question qui parfois nous désarçonne, qui d'autres fois nous interroge, nous laisse perplexes, parce qu'au fond, de la question qui surgit, on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire qu'il y a la surprise de la rencontre, avec la surprise de à quoi une personne peut être confrontée dans sa vie, que ce soit donc une souffrance, un symptôme, etc. Et on se rend compte, ça fait quand même des années que je pratique, pour ma part, je suis toujours dans une sorte de perplexité, parce que de ce que la personne vient me dire, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe pour elle. Alors comment vais-je m'orienter, me récupérer, en me récupérant sur ce que j'ai pu apprendre, par telle théorie, par tel enseignement? C'est pas tellement ça, au fond, qu'est-ce qui va m'enseigner? C'est la personne elle-même.
C'est la personne qui va venir et qu'on va inviter, que nous allons inviter à parler, que nous allons inviter à nous dire qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui se passe pour vous. Pouvez-vous en dire quelque chose de votre souffrance, de votre difficulté? Comment vous articulez ça? Et puis petit à petit, dans cet échange, où on va aller chercher la personne, on va pas la chercher d'une manière, comment dire, intrusive, mais en lui demandant si elle accepte qu'on lui pose des questions, si elle veut bien nous répondre, et si petit à petit, elle veut bien nous dire des choses sur elle. Parce qu'effectivement, elle est venue pour ça, mais en même temps, c'est invite à dire quelque chose, à venir énoncer elle-même quelque chose, au fond, qu'elle ne sait pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, à venir nous parler, à s'adresser à nous, elle va venir amener, produire un savoir par le fait même qu'elle va parler. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez des gens, tous les praticiens qui sont là, eu cette expérience. Et on pourrait lever la main si vous avez envie de témoigner, il m'interrompt d'ailleurs. Mais on a tous cette expérience de personnes qui viennent dire oh là là, ça fait 10 ans que je tourne autour de moi, mon problème, je me connais bien, je me suis analysé. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui sont, surtout depuis quelques décennies, les gens s'analysent eux-mêmes, sont assez informés par des revues, par des lectures, et donc ils savent faire, analyser un peu ce qui se passe pour eux, produire eux-mêmes une réflexion. Ils viennent nous dire au fond, j'ai pas besoin d'analyse puisque j'ai déjà fait moi-même. Ah ben alors s'il n'y a pas besoin d'analyse, on va pas faire une analyse. Mais parlez-moi. Et quand les gens commencent à parler, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de dire autre chose que ce qu'ils pensaient dire. Que tout d'un coup, puisqu'on leur a dit c'est plus la peine de parler sur ce dont vous avez déjà travaillé pendant longtemps, parlez-moi d'autre chose. Et ils commencent à parler d'autre chose. Et puis, tout d'un coup, dans leur discours, un raté, un trou dans leurs paroles, et puis tout d'un coup, ils passent à autre chose, ils pensent à un autre truc, et là, tout d'un coup, quelque chose d'autre apparaît, et un savoir nouveau à partir de leurs symptômes est en train d'émerger, que là où ils pensaient que ça se situait là, en parlant à un autre, tout d'un coup, ça se passe ailleurs. Donc ça... voilà. C'est la rencontre avec le patient. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel que les personnes vont nous amener. Et c'est là qu'il y a... alors, dans la rencontre, effectivement, chacun a sa façon d'orienter l'entretien. Je parlais de Rogers, qui l'oriente d'une certaine manière. Alors, on essaiera de voir en même temps, par rapport aux symptômes, qu'est-ce qu'on en fait. Par exemple, dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est de répondre à une demande qui est ben voilà, je souffre de TOC, ou je souffre de phobie, je ne peux pas traverser un pont, c'est un handicap pour aller au travail. Et là, il y a toute une méthode pour pouvoir permettre à la personne de franchir le pont. Donc l'intérêt de l'entretien là, c'est de déterminer quelle est la problématique et puis d'aider la personne à franchir l'obstacle, soit franchir un pont, où le thérapeute va l'accompagner, soit... alors ça par contre, guérir la phobie de l'araignée, je me demande à quoi ça sert, parce que moi j'ai pas chatouillé une araignée. Mais bon, il y a des gens qui vont guérir de la phobie en allant... comment dire ça, apprivoiser le... Ça dépend, il y a des gens pour qui c'est très encombrant. Les araignées? Oui. Tu en prends là-bas. Quand elles font des toiles. En tout cas, la phobie, oui, elle peut être très encombrante. Ça, c'est autre chose. Mais non, je ne blaguais pas de l'araignée parce que c'est vrai qu'elle est tout... Mais voilà, en tout cas, il y a cet accompagnement qui se fait permet de franchir des difficultés et de parer à une problématique. Par exemple, la reprise du travail, pour des gens qui travaillent, c'est important. Ils ont besoin
d'avoir une réponse rapide, de pouvoir reprendre la voiture. Et quand ça marche, c'est bien, tant mieux, parce que les personnes peuvent effectivement reprendre la route. Donc, on voit bien que selon les objectifs et les visées, les entretiens ne vont pas être menés de la même manière. Dans les thérapies comportementales, ce sera la visée de rétablir un fonctionnement, faire des reconnexions au niveau du cerveau. Voilà, donc ça. Réduction du symptôme. Et réduction du symptôme, comme tu le dis. Et par exemple, l'orientation analytique, ce sera tout autre chose. Ce sera de se dire, de voir s'il y a une origine à la phobie. Alors, à l'époque de Freud, quand il a mis en place la théorie analytique, bon. Mais là, si je parle là-dessus, ça va. Non, je vais vous laisser la parole quand même. Peut-être. Vous avez des choses à dire à partir de là. Sinon, je suis parti pour 2 heures là. Allez, je vous laisse la parole. Oui, alors. Bon, je ne vais pas parler des araignées, mais effectivement la question de la réponse, parce que c'est ça dont il s'agit lorsque on a affaire à la demande d'un souffrant. Il s'agit effectivement lorsqu'on reçoit la personne, essayer de repérer ce qu'il en est au-delà de ce qu'elle dit, de ce qui la fait souffrir, et bien la réponse ou les réponses qui peuvent y être apportées. Alors effectivement, lorsqu'il s'agit du côté de la réponse du côté du symptôme, c'est ce que tu disais, les psychothérapies sont plutôt sur cet abord-là, que ce soit effectivement les TCC, on disait, ou même des pratiques de psychothérapie d'inspiration analytique. On est aussi, je crois, sur cette idée-là de soulager, alors écouter d'abord, écouter et soulager le sujet, la personne qui vient parler de ce dont elle souffre et qui l'handicape, parce que c'est ça que ça produit. Pour le sujet, un handicap, ça réduit quelque chose dans son existence, dans sa vie, et il s'agit de l'accompagner à peut-être, alors on disait réduire le symptôme. Alors réduire le symptôme pour les psychothérapies, pour la psychanalyse, effectivement c'est un petit peu différent, parce que peut-être qu'il s'agit aussi dans l'analyse, de repérer et de permettre au sujet de repérer peut-être quelle fonction a pour lui, par exemple, sa phobie, sa phobie ou ses tocs. Et là, eh bien, je construis en même temps que je vous parle. Eh bien, on est autour de la question je pense, de la question du sens. C'est-à-dire, est-ce qu'un symptôme a toujours un sens? C'est pas certain. Que s'agit-il de faire, du coup, de ce sens lorsqu'il y en a un, et de ce que ça produit chez la personne, chez le sujet. Alors effectivement, c'est très différent en fonction des approches. Enfin, vous avez des pratiques les uns les autres très variées, et probablement que les entretiens que vous menez
enfin c'est vous qui pourrez le dire d'ailleurs, hein, qui pourrez nous présenter un petit peu la manière dont vous travaillez. Oui. Oui, Oui, vas-y. Oui, l'intérêt, ce serait effectivement, à partir des pratiques différentes de chacun, de voir, et quand je dis pratique, on inclut toutes les pratiques, analyse. Alors, parce qu'en plus, quand on dit psychanalyse, il faudrait peut-être préciser, il n'y a pas une psychanalyse. Oui. Parce qu'il y a quand même des psychanalystes jungiens, des psychanalystes orientés par Mélanie Klein, des psychanalystes orientés par Freud, uniquement Freud, d'autres qui sont lacaniens, d'autres freudo-lacaniens. Donc il n'y a pas une psychanalyse. Quand on dit les psychanalystes, il faut bien savoir qu'il y a des écoles différentes et que chaque école ne s'entend pas avec les autres. Donc déjà, chacun a son précaré et le défend d'une manière impitoyable parfois. Donc là aussi, c'est important de préciser, quand on dit d'orientation analytique, oui, mais laquelle et puis il y a effectivement des chapelles, donc ça on en parlera aussi, et on essaiera d'en faire aussi peut-être aussi une épistémologie, ce que les psychanalystes n'osent pas faire, parce que si on commence à toucher à ça pour eux, c'est une sorte de... Il ne faut pas toucher, mais nous on essaiera de le faire, et de voir eh bien, quels sont les apports de Jung, quelles sont les impasses aussi de la psychanalyse jungienne, comme on verra les impasses de la psychanalyse lacanienne, celles qu'on aura pu repérer, hein, parce que chacun aura repéré, et celles des impasses de l'analyse freudienne, mais aussi les apports, qu'est-ce que ça a pu permettre de comprendre, de saisir, et comment des gens aussi ont pu en bénéficier. D'ailleurs, que ce soit dans toutes les analyses, on voit des gens qui disent mais je vais mieux que depuis que. Donc on voit bien qu'il y a par exemple, quand on commence à dire telle thérapie ne vaut rien, c'est mettre à mal aussi les gens qui les ont suivis. Parce que ceux pour qui ça a apporté quelque chose, c'est important de le respecter. Donc chaque discipline a ses intérêts. Il faut voir, on va essayer de voir lesquels, mais on essaiera aussi de voir quelles impasses ces disciplines-là peuvent amener dans leur comment dire, déjà dans leur théorisation, où on trouve les points d'impasse, de butée, et même dans la pratique, où se trouvent les points d'impasse et de butée. Et on reviendra effectivement à notre enseignement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le patient. Parce que justement, le patient, donc, quand on fait ce mouvement de la boucle de Mébius, il va nous ramener toujours à ce qu'aucune des théories ne tient, puisqu'au fond, chaque patient est sa propre théorie. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. C'est ça, c'est que chaque patient est sa propre théorie. Une théorie, je dirais qu'à la limite, elle va permettre d'avoir un cap, d'avoir une orientation. Et à partir de ce cap, on peut rencontrer des rochers, on peut rencontrer des tempêtes, et se dire, oh là là, mais selon le cap défini, il y a des choses à régler dans le réel. Disons que les rochers, c'est le réel, pour reprendre un terme lacanien, mais quand même qui est important, le réel auquel on se cogne, auquel on est confronté, et qui va mettre en question tout le montage symbolique qu'on aura essayé de mettre en place, parce que c'est ça une théorie, c'est un montage symbolique. Et au fond, c'est un montage symbolique, c'est un discours, mais tout discours, alors bon, je vais citer Lacan, mais c'est pas que le maître à penser, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et aussi Freud disait qu'au fond, toute théorie est un délire. Donc au fond, quand nous théorisons, nous délirons. Mais ce délire, cette construction sont importantes parce qu'ils nous permettent justement quand même de nous orienter. C'est-à-dire qu'en disant effectivement la théorie, elle est remise en question, ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien. Toute théorie est importante et intéressante à partir du moment où elle est conçue comme un cap et une orientation, et ensuite qu'elle nous permette
de par le réel rencontré, de la remettre en question, de retrouver des pistes. Mais on voit bien comment on voit bien comment s'articule la théorie, c'est-à-dire que l'enseignement est important. Vous, étudiants qui étudiez ici, ce que vous recevez comme enseignement, c'est important. Ça vous permet de vous former, de voir comment des gens se sont mis au travail. Alors quand je dis des gens, ce sont les personnes que vous étudiez, comment ils ont mis au travail, ils ont théorisé, et comment leur travail a pu évoluer, qu'ils l'ont remis en question. Et donc tout ce travail d'étude est important. Et puis ensuite, il y a la pratique qui, elle, va venir remettre en question tout cet apprentissage. Et ça va être effectivement la rencontre. Voilà, dans une sorte d'étude, on est orienté par ceci ou cela. Mais le réel nous fait rencontrer les roches et les rochers, les tempêtes. Et là, chacun, à la limite, va peut-être reconstruire sa propre pratique à partir de chaque point sur lequel il s'est orienté, mais parce qu'il aura aussi rencontré le patient qui, lui, va l'enseigner. Parce que c'est le patient qui enseigne, et ça, moi, en tout cas, je n'arrêterai pas de le rappeler. Oui, alors, je peux rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure concernant le fait que les différentes orientations n'allaient pas toujours interroger l'origine de leur construction, de leur savoir, parce qu'effectivement, ça vient interroger le statut de ce qui est considéré par certains comme étant la vérité sur l'être humain ou sur la conception de l'homme. Et du coup, ça viendrait mettre à mal telle ou telle orientation. Mais bien évidemment, ça je crois que ça va être important de le faire tout au long du séminaire parce que en prenant un peu de hauteur sur le plan épistémologique, on voit bien quelles sont les idées qui peuvent inspirer tel ou tel courant, quelles conceptions elles ont de l'homme. Par exemple, dans les thérapies cognitivo-comportementales, alors d'une part, de par le behaviorisme, ça a commencé par là, mais il y a une certaine naturalisation de l'être humain. Aujourd'hui, le naturalisme est la théorie dominante dans toutes les sciences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la psychanalyse est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le naturalisme ? Eh bien, c'est de poser l'être humain, enfin, si je reprends par exemple, je vais partir de choses très simples, dans les TCC par exemple, dans le mouvement comportementaliste, c'est la possibilité de comparer l'être humain à l'animal. L'être humain est comparable à l'animal, donc effectivement, on peut, à partir d'un certain nombre d'expériences et des observations qui sont faites sur l'animal, eh bien, déduire transposer à l'être humain. C'est la raison aussi pour laquelle les neurosciences, aujourd'hui, on le vend en poupe, parce qu'il y a l'être humain est rabattu du côté du corps, du cerveau, des neurones, de la biologie. C'est un petit peu ce que pose le naturalisme. Alors que, bon, pour la psychanalyse, naturellement, cette vision-là, elle colle pas. C'est pas en tous les cas ce qu'elle présuppose pour l'être humain. Puisque pour l'orientation analytique, l'être humain va être foncièrement différent de l'animal et incomparable. Et la chose qui va les séparer, c'est le fait qu'il y en a un qui parle et pas l'autre. Voilà. Et du coup, ça génère tout un tas de débats aussi. Alors qui a tort, qui a raison. Voilà, ce sont deux visions de l'homme distinctes. Et le débat revient aujourd'hui beaucoup, vous en avez peut-être entendu parler, avec sous un autre biais qui en plus est teinté d'une dimension affective très forte. Alors ça a tendance à générer beaucoup d'agressivité aussi quand il y a des débats là-dessus, c'est sur le spécisme et l'antispécisme. Où à nouveau, cette question-là est posée donc pour
les partisans du spécisme, eh bien, il y a une distinction entre l'être humain et l'animal. Donc, voilà, elle est posée, elle est là de fait. Et pour les antispécistes, eh bien, au contraire, il n'y a pas de distinction entre l'être humain et l'animal. Et alors, ça a généré tout un tas de débats parce que, ça c'est dommage, parce que on en a encore parlé la dernière fois, la question de la différence. À partir du moment où on pose la question de la différence chez l'être humain, il y a forcément une hiérarchie qui est installée quelque part. Et donc l'idée des antispécistes de dire qu'il n'y a pas de différence, eh bien, ça vient également interroger toutes les pratiques de la société actuelle qu'on a vis-à-vis des animaux, la maltraitance dans les abattoirs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors après, est-ce qu'on ne peut pas penser la différence entre l'être humain et l'animal, mais en étant quand même respectueux de l'animal? Je sais pas, là je suis partie loin du sujet, hein, n'est-ce pas? Mais bon, mais ça c'est compliqué pour l'être humain, hein, de penser la différence sans établir une hiérarchie. Voilà. Non, je crois que tu es parti pas trop loin, parce qu'en fait, les différentes orientations des psychothérapies, elles sont tributaires aussi de la manière dont on conçoit l'homme, c'est-à-dire que, effectivement, dans une rectification, par exemple, du comportement, on suppose que lorsqu'il y a un tel symptôme, bon, par exemple la phobie ou des TOC, ce sont des informations au niveau du cerveau dans lesquelles il y a des connexions ou des reconnexions qui sont faites, et donc il faut pouvoir rectifier ça, en gros. Donc ça, c'est une conception de l'homme. C'est une conception de l'homme où l'homme est un corps, et que l'organe du cerveau, si cet organe-là peut avoir des défaillances, eh bien, il va y avoir la problématique d'un handicap. Et c'est vrai que, c'est pour ça que je souligne même longtemps, parce que depuis à peu près une trentaine d'années, on a vu apparaître, alors là c'est intéressant de voir, alors il y a l'épistémologie, il y a le contexte historique aussi. Ça pourrait être intéressant que des gens parmi vous se penchent là-dessus si ça les intéresse, d'en vérifier l'hypothèse, mais en tout cas on voit que depuis 30-40 ans, les mesures économiques ont fait aussi changer les manières comment dire, les signifiants ont changé depuis 30-40 ans. Et pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque l'hôpital psychiatrique s'occupait... Les signifiants, pour employer un terme technique, je ne sais pas si vous me comprenez. Signifiant. Alors le signifiant, c'est le mot, en fait. C'est la valeur d'un mot, alors valeur acoustique et phonétique, voilà. Et dans un signifiant, il y a aussi un signifié, c'est-à-dire il y a un sens. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là. Tu veux ça? Oui, c'est facile. Donc c'est le mot, enfin, alors je veux dire, les mots ont changé. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, il faut absolument nous arrêter, enfin, poser des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. On reprend, on déplie. Donc, si vous voulez prendre la parole pour amener des contradictions, des arguments, c'est aussi vous le signaler. Qu'on ne prenne pas la parole tout le temps non plus, puisque ce n'est pas le but. Donc voilà, depuis 30-40 ans, certains mots, alors certains signifiants sont apparus et ont changé l'orientation. Par exemple, lorsqu'en psychiatrie, il y a 40 ans, vous aviez des personnes psychotiques vieillissantes qui étaient accueillies en psychiatrie, et elles y étaient accueillies parce qu'effectivement, la psychose était considérée comme une maladie mentale et nécessitant des soins médicaux spécialisés, c'est-à-dire psychiatriques. Quand il a été question de l'hôpital entreprise, dans les années 82, on a commencé à parler de ça, et bien là on a vu vraiment
des demandes, des pressions qui ont été faites sur l'hôpital pour libérer des lits. Et donc, par exemple, au niveau des médecins psychiatres, certains ont été invités à changer la terminologie. C'est-à-dire de faire passer des personnes psychotiques, donc relevant d'une maladie mentale, vers le handicap. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu le mot handicap apparaître. Donc maintenant, on voit l'usage pratiquement pour beaucoup d'autres comment dire, maladies. On parle plutôt de handicap plutôt que dire maladie psychiatrique. Mais du coup, ça change le soin, ça change l'abord. Quand les patients psychiatriques étaient en psychiatrie, eh bien, il y avait quand même de la relation, il y avait des entretiens, il y avait une attention particulière à la personne. À partir du moment où ils ont basculé sur le secteur médico-social, puisqu'ils étaient maintenant devenus des handicapés, ils n'étaient plus redevables de la psychiatrie libérait des lits, et donc ces personnes devenaient des handicapés mentaux, et ils étaient accueillis dans des centres médico-sociaux, cette fois, avec la création d'ailleurs, historiquement, des masses et d'une nouvelle formation d'AMP, des aides médico-psychologiques, qui coûtaient moins cher que des infirmières psychiatriques. Donc on voit comment l'économique a influé sur la prise en charge et sur les signifiants. C'est-à-dire on ne parle plus de psychose, on ne parle plus d'une certaine clinique, et on oriente vers une autre clinique beaucoup plus médicalisée, et où effectivement c'est un dysfonctionnement du cerveau, de l'organe, qui est pris en compte. Et le sujet y apparaît beaucoup moins, voire plus du tout. Donc d'où l'intérêt effectivement d'une épistémologie des théories, mais aussi, je dirais, de recontextualiser dans l'histoire comment on passe d'un mode de prise en charge à un autre. Et là, au niveau pour revenir à ce que tu amenais du comportementalisme, de la manière dont on considère l'être humain, on voit que la manière de le considérer n'est pas venue d'une manière neutre. Il y a eu vraiment tout un contexte historique et surtout le contexte économique. Peut-être que je Oui. Je ne sais pas si on a un deuxième micro qu'on peut faire passer dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent peut-être déjà réagir sur ce qui a été dit là. Poser des questions. S'il y a des accords, pas d'accords. Moi j'avais une remarque par rapport à comment on peut percevoir des changements au niveau politique. Vous avez fait référence au passage du sanitaire au médico-social. Et moi je me faisais cette réflexion que paradoxalement, il y a beaucoup de centres médico-sociaux qui sont des lieux de vie. Là où peut-être à un moment la psychiatrie avait aussi renoncé à l'être. Et donc c'est un endroit où justement il peut se passer quelque chose qui ne se passait plus dans les hôpitaux psychiatriques. Donc là c'était un petit peu pour vous donner ma perception des passages de la maladie psychiatrique, la psychose, au handicap psychique. Mais ce que je trouve, ce qu'on perçoit beaucoup aujourd'hui maintenant en termes de définition, c'est qu'on parle plus forcément de maladie, mais de trouble. Et que le trouble, on va vouloir le sédater ou l'apaiser, et à partir du moment où le trouble sera lissé, il n'y aura plus forcément cet accompagnement de la personne qui reste quand même toujours avec soit son handicap ou sa pathologie. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, juste un point sur lequel je ne serais pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que la psychiatrie, le terme que vous avez employé, quel genre
N'assurait plus, voilà. Mais c'est pas juste. Alors, elle l'assure plus. Non pas qu'elle ne veut plus l'assurer, parce que quand on écoute les infirmiers psychiatriques et quand on écoute les professionnels qui travaillent, ils dépriment carrément parce que justement tout le sens de leur travail est perdu du fait même qu'eux ne peuvent plus assurer. Oui, donc peut-être plutôt de dire que d'un point de vue politique, on empêche la psychiatrie d'assurer cette mission, d'être aussi un lieu de vie. Voilà, ils en souffrent. Quand on écoute bien j'ai eu l'occasion de faire des supervisions avec des analyses de pratique avec les infirmiers psychiatriques, etc. Beaucoup en souffrent. Et souffrent justement de la démission, non pas effectivement de la psychiatrie, mais de la démission de l'État pour permettre une meilleure prise en charge. Alors c'est vrai que du coup, les centres médico-sociaux se sont retrouvés avec des personnes, ou les IME se sont retrouvés avec des personnes ayant des maladies, des troubles, enfin ce qu'on appelle maintenant des troubles psychiatriques, mais étaient complètement démunis pour pouvoir y répondre. Mais sans formation préalable, parce qu'on ne parlait plus que de handicap, donc il fallait réadapter les comportements, permettre aux personnes de leur donner un cadre de vie, et sans saisir pourquoi à un moment donné une personne se mettait à faire une crise, ou sans saisir ce qui était quand même travaillé dans les... Je ne dis pas que c'était le rêve et l'idéal à l'hôpital psychiatrique, mais c'était en tout cas questionné. Alors, je me disais, c'est peut-être pas seulement réadapter les comportements. Je me disais aussi que c'est faire en sorte que cette plainte-là, ou ce qui s'exprime par là, par la maladie mentale, voilà, telle qu'on l'appelait aujourd'hui, telle qu'elle est nommée le trouble, eh bien que cette plainte-là, elle aille se dire ailleurs, parce que c'est ça que ça a produit. Et pas forcément je me disais que c'est pas forcément du côté de la réadaptation, mais plutôt du côté de... parce que ce que ça produit, c'est de l'errance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, de l'errance, c'est-à-dire de la psychiatrie au centre médico-social, et puis après, ça sera autre chose. Enfin, dans quelque chose qui serait d'une non-réponse, peut-être, du politique à ce qu'il en est de la folie. Voilà. Moi, je suis quand même assez d'accord sur ce qui a été dit pour le vivre quotidiennement. Les espaces qui se sont ouverts, qui sont dans le médico-social, le social, ça reste malgré tout des lieux de vie, où il se passe des choses. Il se passe des choses, et avec des professionnels, alors on est dans une période de transition, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais qui essayent de bricoler en fait une pratique. Parce qu'on parlait tout à l'heure de confrontation réelle. C'est vrai qu'il y a eu, ça fait la part belle aux pratiques éducatives. Médico-social, social, voilà, on est sur les pratiques éducatives, et au niveau thérapeutique, tout ce qui vient outre-Atlantique, c'est parfait. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une belle part aussi des thérapies qui viennent de là, qui ont été conçues par des travailleurs sociaux américains. Voilà. Donc c'est pas pour rien que ça a un franc succès ici. Et pour autant, on se rend bien compte que dans ces lieux-là, ça suffit pas toujours, que ça vient interroger différemment. Je crois même, alors après je sais pas, pour un certain nombre d'entre vous où vous travaillez, mais je crois que ce qui est en train de se passer, et la façon dont ça peut venir interroger les pratiques d'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on est aussi nombreux aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des discours, il y a des lieux qui sont différents, il y a des... Même au niveau, alors, puisque le thème c'est quand même l'entretien, les entretiens dans le secteur social et dans le secteur médico-social, parfois ils ont des contraintes que n'ont pas ou que n'avaient pas ceux qui étaient menés en psychiatrie. Il y a des logiques aussi de prescription, après je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais évidemment qu'ils viennent mettre un poids. Il y a aussi une logique de résultat dans ces espaces-là.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir bricoler aussi une pratique dans ces espaces-là, qui malgré tout restent, c'est vrai, des espaces de vie. Alors tu parlais d'errance, c'est vrai, mais heureusement qu'il existe quand même des espaces où ça bricole. Voilà. Merci. Si je peux me permettre juste de rebondir à ce qui se dit. Moi, j'ai plus une observation. Mon expérience, mon terrain, c'est plutôt la fin de vie, les soins palliatifs, mais l'hôpital de manière générale. Et ce qui se dit là, enfin, c'est très général à l'hôpital, c'est pas du tout spécifique à la psychiatrie, où on voit bien des points de tension entre, d'une part, effectivement, cette tendance très très lourde qui pèse significativement sur les pratiques et les mentalités soignantes, c'est-à-dire effectivement d'une logique financière qui vient mais avoir des effets dévastateurs au niveau de l'hôpital, mais dévastateurs véritablement, dans les prises en charge, dans cette insatisfaction grandissante des médecins, des soignants, des psychologues, etc. Mais ça, c'est vraiment une lame de fond contre laquelle il me semble extrêmement difficile de lutter. Alors, il y a des points de résistance, bien évidemment, mais c'est quand même une lame de fond très générale qui s'accompagne, et ça c'est très intéressant, y compris en psychologie, d'une technicisation des pratiques soignantes, médicales, mais aussi d'accompagnement. Donc alors là où on est vraiment dans des logiques là extrêmement sur des raisonnements, sur des quantifications, etc. etc. Donc l'idée, et alors moi ce qui me semble très très intéressant à analyser, c'est la subjectivité. Qu'est-ce qu'on en fait dans tout ça? Parce que la subjectivité, en gros, il y a toujours cette tentation de la voir disparaître, ou l'intersubjectivité de la voir disparaître, très clairement, là aussi. Ça, pour moi, c'est vraiment un nœud central. C'est comment on analyse ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'écoute, qu'est-ce qu'on renvoie l'autre, etc. etc. Pas seulement du patient, mais aussi des familles, des équipes, etc. Enfin, là, cette espèce d'intersubjectivité, là, comment on la travaille, et véritablement, ici, pour moi, les choses ne sont pas... là aussi, enfin bon, cette tendance-là, c'est vraiment l'évacuation de cette subjectivité qui est gênante, là, qui apporte du désordre, qu'on ne sait pas très bien manier, qui vient perturber les routines médicales et soignantes, etc. etc. Donc c'est cette question à la fois de la subjectivité, c'est qu'est-ce qu'on en fait véritablement en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'infirmière, etc. Et puis aussi toujours avec une mise en perspective d'une contextualisation. Ça me semble extrêmement important. Et ça, c'est moi, en tant que psychologue social, c'est un reproche que je faisais aux cliniciens, c'est-à-dire d'être noyé dans l'intersubjectivité ou la singularité singulière du sujet singulier. Mais c'est-à-dire qu'autour de là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de contexte social, il n'y a pas de contexte économique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Bon. Donc là, heureusement, enfin, tout le monde n'est pas comme ça, hein, bien évidemment, bien sûr. Mais d'autres, là aussi, qui ont tendance, effectivement, à complètement évacuer ça. Donc c'est nécessaire certainement, enfin ça veut dire que là, on ne peut pas penser l'entretien, on ne peut pas penser le soin, y compris psychique, en dehors d'un contexte. Là, parce que là, on voit très bien, et moi je le vois très très bien au niveau palliatif, où là c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour eux, parce que justement, où dès le départ, dans les années 80, on met l'accent sur l'accompagnement, on met l'accent sur l'intersubjectivité, on revendique la subjectivité du praticien, l'intersubjectivité dans la relation, et c'est quelque chose qui est porté très haut et très fort. Sauf que là, 30 ans après, là, donc eux étaient vraiment marginaux avec un segment très contestataire de la biomédecine dans ses dérives instrumentales, etc. Et techniciennes, ce qu'on a vu partout, hein, alors là, en psychiatrie, partout. 30 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est un mouvement qui est reconnu maintenant, et qui ont payé ça au prix, effectivement, d'une hyper-technicisation. Maintenant, ils sont en plein là-dedans. Donc, c'est-à-dire, où il y a toute une... Et ça, c'est intéressant, parce que la critique des soins palliatifs, maintenant, elle vient soit des sociologues, soit des psychanalystes. En disant, maintenant, ça veut dire qu'on a renié nos idéaux de départ d'une certaine manière. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais là, je vous la fais vite et courte. Hein. Mais en gros, c'est ça. Et ce que je vois là, dans ce segment-là médical, je le vois aussi à l'hôpital, parce que je me balade pas mal à l'hôpital aussi, je le vois exactement, cette même perte de sens, ces mêmes souffrances, ces mêmes impératifs de durée moyenne des séjours, on réexpédie les gens chez eux, on n'a pas le temps de les accompagner, etc. etc. Enfin, c'est vraiment... Alors là, donc la question, tout ça pour dire, bref, comment on se positionne en tant que psychologue par rapport à ça? Question, hein, je n'ai pas de réponse là tout de suite, hein, mais moi c'est vraiment une question que j'ai là actuellement. Comment on se positionne en tant que médecin, comment on se positionne en tant que soignant face à une déferlante actuellement, il me semble extrêmement difficile de résister à ça. Voilà, je soumets ça à votre sagacité dans le désordre, faites-en ce que vous voulez.
Merci. Alors nous n'aurons évidemment pas la réponse, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est effectivement de la poser comme question et de l'avoir vraiment à l'esprit et que ça puisse être quelque chose qu'on puisse mettre tous ensemble au travail. J'étais aussi sensible à ce que vous disiez, c'est sur la contextualisation. Parce qu'effectivement, alors c'est ce qu'on reproche d'ailleurs à la démarche analytique, on dit mais l'analyste est hors social, quand il reçoit dans le cabinet, il déconnecte la personne du social et il ne vient entendre et proposer un dispositif qui va la faire régresser pour ne travailler que sur la manière dont elle s'est structurée. Globalement, c'est un peu ça, la vision, et la vision de certains psychanalystes, tout en mettant de côté effectivement l'aspect social. Or, effectivement, le contexte est important parce que le réel, justement, si on dit le contexte, on va aussi parler du réel, c'est-à-dire ce réel qui vient frapper de plein fouet la personne. C'est bien du fait qu'elle est dans un contexte particulier, bien sûr avec sa propre structure, avec la manière dont elle s'est construite, mais aussi le réel peut venir mettre à mal toute la manière dont elle se représentait dans le monde, dont elle s'est construite, et placée dans certains contextes, eh bien on s'aperçoit que certaines personnes peuvent perdre leur identité, peuvent complètement ne plus savoir qui elles sont, et ça nous amène effectivement à ne pas nier la question de la contextualisation. Donc je trouve que c'est important que vous souligniez ça, parce que c'est ce qu'on oublie aussi parfois. Voilà pour vous en dire. Quand vous parlez de contextualisation, moi je pense, ça me fait penser aux gens qui ont rapporté la psychiatrie de secteur en France, la psychiatrie institutionnelle, c'était des gens qui avaient une pensée politique. Bonafé, il avait une vision politique de la psychiatrie et de la médecine en général. Et c'est à vouloir éliminer l'aspect politique de la santé, c'est sûr qu'on perd du sens. Ça rejoint ce que Jacques Lacan disait sur l'inconscience et la politique. C'est une formule parfois énigmatique, qui serait beaucoup à reprendre, mais quand même, en vous entendre, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que Lacan avait souligné, de ne pas négliger, en tout cas justement, le politique, parce qu'il y a de l'inconscience. Ça s'articule. On va jouer avec ça, mais c'est important de le souligner. Effectivement, le contexte politique est tout à fait important. C'est aussi la contextualisation. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je trouve que jusqu'à maintenant, vous dressez un tableau assez noir du contexte, on va dire, de la dimension santé publique. Alors c'est peut-être naïf de ma part de penser ça, mais j'avais l'impression que de définir en fait les troubles dans leur diversité, ça pouvait aussi inviter le professionnel à se questionner sur des modes de prise en charge plus adaptés à chaque patient avec des types de pathologies diverses. Et que du coup, le glissement, sortir un peu aussi de l'institution psychiatrique comme elle existait dans les années 80, la possibilité aussi peut-être de déstigmatiser et de dédramatiser certaines formes de maladies mentales, en invitant aussi l'institution à questionner l'insertion des personnes qui ont des problèmes, des troubles psychiques, à s'insérer dans une vie
plus classique. Voilà. Vous pouvez avoir votre avis là-dessus, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut voir les choses des deux façons. On répond on réagit tout de suite ou vous voulez? Oui, parce qu'en fait, je suis un peu dans sa lignée. La question que c'est pas une question, c'est plutôt un fait. Oui. Quand en fait, là, vous êtes dans des milieux de prise en charge comme la psychiatrie, mais quand le handicap mental, justement, doit être pris en charge, j'ai envie de dire, par un milieu ordinaire, comme je l'ai pris en classe, dans des classes spécialisées, c'est moi qui commence à prendre en charge du handicap mental auquel je ne suis absolument pas formée. Et du coup, je suis dans la capacité de comprendre, de répondre à ce qui arrive dans les classes. Et j'arrive en situation d'échec. Et voilà, je voulais le dire parce qu'on commence à déverser en fait en milieu, je ne sais pas comment le dire autrement, ordinaire, de la psychose infantile ou qui est camouflé sur ce mot de handicap cognitif sur lequel je ne me suis absolument pas formée. Et quand on parle d'errance, ben, ces élèves errent, ils errent entre les structures de l'école qui sont en fait vraiment mal adaptées. Moi je ne me suis pas formée et après ils errent sur d'autres structures et ça continue. Donc. Oui, il y a de la certitude, mais à un moment donné, voilà, je ne pensais pas comment prendre en charge. Oui, alors les personnes errent, mais les professionnels aussi. Hein, c'est ce dont vous témoignez, c'est-à-dire il y a de l'errance partout. Et c'est pas sans conséquence, parce que le fait effectivement de ne pas avoir cette formation, c'est-à-dire quand on a, comme je disais tout à l'heure, quand on a parlé de handicap, effectivement, vous avez dit on déverse les personnes, et on a déversé les personnes dans des autres structures. Moi, je me rappelle à une époque où des structures belges téléphonaient pour dire vous avez des personnes parce qu'on a besoin de remplir nos structures pour avoir nos prix de journée. C'est-à-dire que le patient devenait un objet de marchandise. Et ces gens, les structures venaient, prenaient des psychotiques dont on ne savait que faire. Et des équipes venaient, prenaient ces psychotiques. Les personnels n'étaient pas du tout formés, effectivement, comme vous le soulignez, c'est-à-dire on leur dit on vous amène des personnes handicapées mentales, sauf qu'effectivement ils avaient affaire à des personnes psychotiques et qu'elles ne savaient pas quoi faire. Ça engendrait quoi? Ça engendre de la dépression, de la violence, des tas de phénomènes qui fait qu'au bout d'un moment, les structures se referment sur elles-mêmes et souffrent. Les patients souffrent, les personnels souffrent. Parce qu'effectivement, ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Et au fond, on leur remet entre les mains des personnes dont ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et après, ça emmène à des positions, à des défenses, des positions défensives, souvent contre les patients, mais même entre les personnes, il y a ça. Donc effectivement, c'est important de pouvoir revisiter un peu ce qui se passe aussi sur ce plan-là, ce contexte-là dû à des politiques qui n'avaient qu'un objectif de faire de l'économie. Il faut qu'on être assez clair. Bonjour. Je voulais un petit peu... Alors, je suis psychologue en CMP enfant-ado et je vais faire un petit mix, essayer de dire un peu ce qui est clair dans ma tête mais qui ne va pas forcément l'être en le disant, entre tout ce qui est contexte économique, politique, l'hôpital public en ce moment qui est pas mal chamboulé. Nous, on se retrouve à plus savoir si on est des psychologues, des statisticiens, des secrétaires, des comptables. On nous demande de faire des temps moyens. Combien de temps dure un entretien, peu importe qu'il soit
entretien avec un patient seul, entretien avec une famille, un entretien patient-famille, voilà. De faire une moyenne générale et de dire combien ça coûte de TP pour ensuite pouvoir dire à l'hôpital on a besoin de tant de TP, ne nous virez pas. Et donc nous on est en petite équipe à venir ensemble et on se dit revenir parler de la clinique et des entretiens et de c'est quoi l'intersubjectivité, c'est quoi la demande d'un ado qui ne veut pas venir voir un psychologue mais qu'on le force et puis comment on fait avec, on est quand même content, parce qu'il y a des hommes aussi, de revenir un peu à la base, et parce qu'on est noyé dans des trucs moi j'y connais rien à la politique, je suis nulle en maths, et je suis psychologue et je ne sais plus comment faire avec qu'est-ce que c'est qu'un entretien. Voilà. Donc Rogers, je me souvenais même plus de lui, je me souviens un peu de Lacan et Freud. Voilà, nous on est dans la pratique du quotidien et on se trouvait que c'était sympa de venir parler de ça ici. Et voilà, c'était une petite intervention plus sur mon ressenti, de où est-ce qu'on va aller avec ce séminaire-là et de se recentrer sur ce qu'on sait faire. Parce qu'on croyait qu'on pensait savoir faire. Voilà, c'est comme ça. Vous amenez un élément important, c'est qu'au fond, le signifiant maître de l'époque, c'est le chiffre. Voilà. Avant, c'était quand même, il y avait le sujet. On était dans l'hôpital, on parlait quand même du sujet. Dans des structures, on parlait du sujet. Mais maintenant, et ça rejoint ce qui avait été dit par Barbara, c'est-à-dire sur le naturalisme, c'est-à-dire que maintenant, la question du chiffre vient ramener à des orientations bien précises, mais c'est le signifiant maître maintenant. Alors là, justement, pour reprendre la question qui avait été posée par M. Moulin, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire avec cet état de fait, parce qu'on sent tous complètement dépassés par ce contexte-là où ce qui compte, c'est le chiffre. Comment subvertir ça, comment se positionner, comment en sortir. Je crois que c'est peut-être aussi ça qu'on va essayer ensemble de trouver, quoi, de réagir, de subvertir cette dictature du chiffre. Barbara. Je vous rejoins sur la dictature du chiffre, mais là où je trouve que c'est particulièrement pernicieux, c'est qu'en fait, on met l'intérêt du patient en avant, l'intérêt de l'enfant, et qu'effectivement, c'est pour habiller les choses, mais le chiffre est bien là derrière. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'être responsables, c'est ce qui nous différencie de l'animal. Et on est doublement responsable en tant que professionnel. Et des armées. Je suis désolée. Non, mais c'est bien, vous réagissez. Du coup, moi, je travaille aussi dans certains IME et ce qui me pose le plus question, alors après, on peut discuter sur l'intérêt de telle ou telle prise en charge et je veux aussi traiter le trouble et peut-être dédramatiser, mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la notion de temps, en fait. Alors qu'il y a pas mal de choses qui bougent au niveau de l'ARS, des nouvelles réformes, je pense qu'on a un petit peu pris aussi on doit se précipiter, en fait, pour mettre en place des projets de vie, des choses comme ça, alors qu'en fait, on ne peut même pas prendre le temps, en fait, avec la personne, d'apprendre à la connaître, de vraiment, en fait, la placer dans une situation beaucoup plus confortable et sécurisante pour elle. Donc moi, c'est vraiment, en fait, là où on met le curseur qui m'interroge le plus. Bonjour, donc déjà moi je tenais à vous remercier de votre initiative. Je voulais prendre le micro pour dire que je pense qu'il y a eu une continuité dans les choses, c'est-à-dire qu'on a essayé, enfin c'est comme ça que je vois les choses, de décentraliser l'individu, pour le coup le nommer sujet, déjà pourquoi ne pas le nommer personne, et après en termes de chiffres. Mais foncièrement j'ai l'impression que c'est une continuité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne peut pas transformer une personne en chiffre. C'est tout un processus, j'ai l'impression. C'est comme si pour comprendre ce qui s'est passé, il fallait vraiment comprendre tout le processus qu'il y a derrière. Merci en tout cas. Ouais,
bonjour, moi je suis du secteur social et j'ai participé à une expérience justement un petit peu en lien avec le milieu hospitalier où j'ai vécu un petit peu ce manque de moyens des hôpitaux avec cette nécessité de faire sortir les personnes de l'hôpital. Alors c'était aussi des sujets psychotiques qui pour certains, je me souviens d'une situation, avaient été hospitalisés à l'âge de 4 ans pour une psychose infantile et qui étaient sortis de l'hôpital à 30 ans pour la première fois, quoi. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, l'injonction était vraiment économique, hein, c'est-à-dire que l'hôpital avait moins de moyens, retirait des moyens. Ils avaient des personnes qui, a priori, étaient stabilisées, enfin voilà, qui nécessitaient des soins, mais peut-être pas tout le temps non plus, et qui se retrouvaient dans un hôpital qui n'avait plus les moyens de rapporter autre chose que des soins, quoi. Donc là, effectivement, les médecins, mais tardivement, hein, parce que le constat du manque de moyens, il avait déjà été fait, se sont dit, mais voilà, on ne peut pas les garder comme ça à l'hôpital, quoi. Donc effectivement, à ce moment-là, ils se sont rapprochés du secteur social, qui coûte moins cher, et puis on est allé vers un petit peu des dispositifs médico-sociaux, quoi, où les personnes redevenaient des personnes et n'étaient plus uniquement des patients, et où il a fallu effectivement bricoler des montages un petit peu entre professionnels, parce que le rapprochement du sanitaire et du social, avec les enjeux de pouvoir qu'ils pouvaient avoir, moi je sais, toi tu sais pas, ça a été compliqué, et c'est vrai que c'est des montages qui prennent, avant d'avoir un petit peu une dimension intéressante, qui peuvent prendre des années et des années, et qui restent fragiles aussi, hein, parce que c'est des montages financiers qui sont jamais non plus très pérennes, quoi. Alors moi c'est vrai que j'ai vécu cette expérience-là, qui était épuisante aussi, hein, parce qu'on avance d'un peu, on recule de deux, etc. J'ai arrêté, mais je me dis qu'on a besoin d'accepter à un moment ce constat-là, et puis de se coltiner un petit peu à ce projet, à ce défi un petit peu, parce que sinon, voilà, personne n'y trouve son compte, ni les patients, ni les infirmiers qui étaient en souffrance, hein, voilà, donc à un moment, il faut qu'on relève aussi un peu les défis, je pense. Je voulais rajouter aussi deux choses, effectivement. Ce qui m'a beaucoup frappé en termes, effectivement, de discours, hein, certains parleront signifiants, ou de discours, tout dépend de l'orientation théorique. Effectivement, on n'est même plus dans les soins, on est dans l'acte. Actuellement, de la tarification à l'activité, il ne s'agit plus que d'actes soignants, médicaux, psychologiques, etc. C'est plus du soin. Et on participe tous à ça d'une certaine manière. D'une part, donc là, c'est la lame de fond dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi, moi, ce qui me frappe beaucoup, justement, en tant que psychologue, ça nous interpelle tous, c'est-à-dire la question de la souffrance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Avec en même temps, c'est la matière première du travail du psychologue, j'allais dire, mais en même temps, on voit bien que chez les familles, dans les mentalités collectives actuellement, c'est surtout l'éradiquer. C'est-à-dire, elle n'a plus raison d'être, elle n'a plus de fonction, elle n'a plus d'utilité. Enfin, moi, je le vois en fin de vie, où là, on veut que les gens soient anesthésiés, inconscients jusqu'au bout, etc. Et surtout pas travailler avec cette souffrance-là est perçue comme inutile, elle est perçue comme dégradante, elle est perçue comme futile. Et donc là, on doit tout faire pour l'éliminer. Donc moi, ça me frappe beaucoup actuellement au niveau des évolutions actuelles. C'est quel statut, même on accorde en tant que psychologue à la souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est effectivement le levier essentiel de notre travail qui vient justifier notre intervention? Évidemment, si plus personne souffre, quid des psychologues? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, les psychologues, tous être au chômage, ou je sais pas, ou travailler sur la psychologie positive peut-être, je ne sais pas, mais autre chose. Enfin, ils vont faire autre chose, hein. Ça c'est une mutation, hein, au niveau professionnel. Mais là, moi, ça me fera beaucoup de voir qu'actuellement, effectivement, cette souffrance-là, on n'en veut surtout pas, surtout plus. Alors ça se comprend très très bien en même temps, mais là, enfin, moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup au niveau des sensibilités collectives qui émergent actuellement. Bonjour, moi je suis une professionnelle de la santé, je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute, je suis kiné. Et en fait, ce séminaire m'intéresse parce que je suis confrontée à la douleur physique des gens. Et je m'y intéresse, ça fait des années que je pratique, et je m'intéresse non seulement à la douleur purement, on va dire, technique du corps, mais j'essaie d'aller voir plus loin. Parce que souvent, la douleur ne s'arrête pas au corps, il y a autre chose. Et donc je m'interroge. Mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de problématiques qui ne viennent pas de leur corps propre, mais c'est vraiment un problème psychologique,
je suis un peu coincée à ce niveau-là, donc j'essaie quand même de me renseigner depuis tout ce temps et d'évoluer. Et je vois aussi je n'ai pas beaucoup d'interlocuteurs possibles en dehors de ma pratique pour pouvoir transmettre ces personnes à d'autres gens. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'écoute, même les médecins qui les envoient. C'est moi qui refais mon diagnostic et je me rends compte qu'ils écrivent sur une ordonnance douleur de dos et après débrouille-toi avec ça, on doit se débrouiller. Mais si on reste sur la douleur juste du dos et qu'on n'entre pas dans un dialogue, dans un échange, on ne va pas du tout les aider dans leurs problématiques. Donc voilà, c'était pour dire que je trouve que même les gens du secteur médical, les médecins qui le reçoivent, ne prennent pas toujours le temps de voir ce côté-là de la personne. Et je vois aussi de plus en plus de gens qui ont des douleurs physiques qui sont complètement dépendent plutôt d'un secteur psychologique. Je ne nommerai pas les pathologies, mais on nous les renvoie, on nous les donne et on doit se débrouiller avec ça. Et on leur donne des antalgiques pour cacher leur douleur, pour cacher leurs problèmes, mais rien ne se résout. Et ils restent là-dedans et ça empire au fil des années. Parce que souvent, je les connais sur plusieurs années. Et je vois que petit à petit, c'est de pire en pire et ce n'est pas mieux du tout. Et parfois, j'essaie de leur conseiller d'aller voir quelqu'un, qu'une thérapie, ce serait efficace. J'y vais doucement parce que les gens, souvent, sont très réfractaires et ça ne marche pas toujours. Donc, ils restent chez moi, donc j'essaie de faire ce que je peux et ils restent... il y a presque une dépendance, je veux dire, ce sont des gens que j'ai en chronique, qui restent là tout le temps, qui peut-être n'auraient plus besoin de moi, mais ils ont besoin de moi, je pense, pour autre chose. Mais donc, je viens aussi chercher ici des éléments pour pouvoir travailler avec ça beaucoup plus facilement et que ce soit moins lourd. Voilà. Oui, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une logique quand même de ce que vous avez amorcé, de faire taire. Je ne sais pas ce qu'on cherche à ne pas voir ou à ne pas savoir, en tout cas dans la souffrance de l'autre. Et même la façon dont ça s'organise aujourd'hui, parce que bon, il est aussi question de l'identité du psychologue. Hein, c'est quoi? Ça sert à quoi? On est là pour quoi? Ce qui s'organise, hein, je ne sais pas si vous avez vu l'expérimentation sur les remboursements des psys, qui va être complètement inféodée au pouvoir médical sur un nombre de séances, voilà, hein, qui sont clairement établies. Hein, évidemment, ça va orienter la façon dont on mène les entretiens. Vous voyez, mais il y a quand même, et c'est une vraie question que vous vous posez derrière, c'est comment ça s'organise, ce que vient soulever le symptôme ou ce que vient soulever en fait ce que la personne serait susceptible de dire, de ce qui se passe pour elle. Et là, il y a quand même quelque chose qui s'organise pour le faire taire, en tout cas pour chercher à ne rien savoir, il me semble. Alors, je suis psychologue de l'éducation nationale en charge d'orientation dans le second degré. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on parle de temps, de durée. Et moi, ce que je vis dans ma profession, c'est quelque chose de l'ordre de l'immédiateté. C'est-à-dire que je vais recevoir un élève pour un problème qui m'aura été identifié comme étant une phobie scolaire. Je le reçois une demi-heure quand il veut bien venir dans l'établissement scolaire. Et à la sortie, je suis invitée, pour ne pas dire convoquée, dans le bureau de la direction pour exposer un petit peu ce qui a été décidé. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire il n'est pas revenu, donc ton intervention n'a pas été efficace. Voilà, donc il y a de ça aussi, voilà, l'efficacité immédiate qui est de plus en plus demandée. Bon, alors on ne me dit pas tu n'as pas été efficace, mais en tout cas c'est ce qui ressort dans le discours. C'est ce qu'on entend dans différentes interventions, c'est que cette logique du chiffre dont on parle ce matin, elle produit quelque chose, elle produit une pente qui peut amener les soignants jusque dans leur identité professionnelle mais aussi personnelle à devenir des exécutants. Et bon, moi j'ai l'idée que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous justement vous ne l'êtes pas. Vous questionnez ça, c'est-à-dire comment effectivement se décaler de
ce discours-là, c'est un discours, le discours économique, le discours capitaliste, même on pourrait dire avec Lacan. Comment se décaler de ce discours-là. Tu parlais tout à l'heure de subversion, c'est-à-dire faire exister autre chose. C'est aussi la fonction, première fonction du psychologue, en tout cas c'est comme ça que j'entends, c'est-à-dire la première fonction, c'est la fonction de l'accueil. Un accueil qui ne soit pas justement du côté de la réponse chiffrée, la statistique. Et c'est effectivement là la difficulté. Et c'est quand même le thème de notre séminaire, c'est que peut-être que cette subversion, elle peut exister dans les bricolages, les projets qui sont organisés, et avant tout, en premier lieu, dans l'entretien, dans ce qui se passe avec la personne que l'on reçoit. Oui, justement, je vais rebondir sur la question de la rencontre. On avait introduit tout à l'heure avec la question de l'impasse. Et moi, ça me fait penser justement à ce qui se compte là par rapport aux entretiens. Ce qui se compte en psychanalyse lacanienne, c'est la jouissance. Et là, ce qui vient l'arrêter, c'est le chronomètre, c'est pas le mot. Et tout à l'heure, nous parlions oui, des différentes approches et de leur rapport à l'impasse. Or, le discours aujourd'hui ne supporte pas l'impasse. Et c'est pour ça, la question de la souffrance, c'est ça. On ne veut pas l'entendre parce qu'elle arrête quelque chose et comment on peut parler au-delà. D'entendre ce qui se dit là, ça me fait rebondir sur ce qui avait été évoqué par Barbara, c'est-à-dire le spécisme. Il y a d'un côté une tendance à amener l'être humain du côté d'un naturalisme, c'est-à-dire que l'être humain est un animal comme les autres. D'un autre côté, il y a la question de dire qu'il y a une différence, c'est que l'être humain, ça parle. Et du fait que l'être humain, cet animal particulier, parle, il dysfonctionne forcément, parce que la parole introduit chez l'être humain une division. L'animal, il est ordonné par les gènes, en fait. Sa vie est quand même orientée. Ce sont les gènes qui lui disent comment vivre, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Il ne se pose pas de questions. Une oie, elle sait très bien se diriger sans passer par l'école, et elle ira traverser le monde sans aller faire des apprentissages très longs que nous, humains, sommes obligés de faire. Tout ça, c'est inscrit dans ses gènes. Et ça ne dysfonctionne pas trop, un animal. Il naît, il fait ce qu'il a à faire, ce pourquoi il est né, et puis voilà, ça tourne, ça fonctionne. L'économique voudrait qu'un être humain, ça fonctionne pour faire marcher les entreprises, pour faire marcher le monde tel que ces personnes-là le conçoivent. Il faut des êtres humains qui soient bien ordonnancés comme des animaux, c'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas que ça dysfonctionne. Si ça dysfonctionne, on va les réparer. Alors ça, je dirais que la science-fiction avec les hommes bioniques actuellement sont en train de montrer la pente vers laquelle ça peut mener. Or, l'être humain qui parle, qui est divisé, ça produit quelque chose de particulier. Alors c'est ce que Freud a appelé l'inconscient. C'est-à-dire ça produit un être humain qui a une partie consciente et une autre partie inconsciente. Et que la partie inconsciente, elle l'amène à faire des choses ou à produire des actes qui ne sont complètement à l'inverse de ce que lui, en tant que personne consciente, voudrait. Et donc ça dysfonctionne, et il y a des choses qui se passent dans l'inconscient qui font que ça ne répond pas du tout comme ça devrait répondre, parce que quelque part ça parle. Le supposé de la psychanalyse, c'est que ça parle dans un endroit, dans un lieu, cet inconscient, qui fait que l'être humain n'en est pas, justement, ça lui échappe ce discours qu'il a en lui dont il ne connaît rien. Et là, c'est une vision de la personne totalement différente.
la vision justement de ce que Freud a été amené à rencontrer, c'est qu'il y a un inconscient chez l'être humain, inconscient produit par la parole, et que de ce fait, ça fait de lui non pas un être qu'on va pouvoir diriger, mais un être qui va être à faire des choix, à être mu aussi par des choses qui sont en lui, mais dont il en ignore comment dire, dont il ignore ce qui se passe en lui. Et donc c'est une autre vision de l'homme. C'est-à-dire la parole, c'est un grain de sable dans la nature. L'animal, si avec l'animal et la nature, ça fonctionnerait bien. Dès que l'être humain est apparu, ça a commencé à aller très mal, à dysfonctionner. Enfin, très mal et très bien, parce que ça peut aller très bien, ça peut aller très mal. Ça dépend comment les choses se vivent, comment ça s'articule. Donc l'être humain, c'est un être complexe, et il me semble, vous pouvez réagir là-dessus, mais que justement, la tendance actuelle, c'est d'obérer le fait que l'homme est un être parlant. D'ailleurs, on ne laisse plus la parole à plus grand monde, que ce soit dans les établissements, etc. Ce témoignage, c'était ça, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vient, il n'est pas réparé, comment ça se fait? Puis vous voulez reparler avec lui, mais pourquoi faire? Donc voilà, c'est-à-dire que c'est toute la dimension de la parole qu'on essaye d'ôter chez l'être humain par la suprématie du chiffre. Et je pense qu'effectivement, il y a à vraiment réagir par rapport à ça, parce que c'est vraiment la question de notre humanité qui est là quand même en question. Voilà, c'était un peu... Dans la société, on met l'être humain en avant, quoi. Dans la société, on met l'être humain en avant. Vous pouvez prendre le micro parce qu'on n'entend pas ce que vous dites. Je dis, dans notre société, on met l'être humain en avant. On ne met pas trop les animaux en avant. Donc nous, on arrive à se développer, à apprendre des choses. Je veux dire, on n'a pas fait de test sur les animaux trop. Enfin, ils arrivent quand même à faire du cirque, Vous voyez ce que je veux dire, là? Enfin, pour différencier l'animal de l'être humain. Je veux dire, on le met quand même en avant énormément, quoi. Non, peut-être pas. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, alors il y a certains animaux, notamment les animaux domestiques, qui sont marqués un peu par le langage. On le voit bien. Donc, quand on prononce certains mots, eh bien, ça y est, il y a des choses qui se passent et pas d'autres. Donc il y a voilà, ces animaux-là, il y a eu quelques effets sur eux. On dit l'être humain, le langage des animaux, on ne met pas l'accent dessus, quoi. Oui, alors les animaux n'ont pas la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils ne communiquent pas, mais il n'y a pas d'ambiguïté dans la communication. Quand deux amibes se renvoient je ne sais quelle molécule, il n'y a pas d'incompréhension. Ce qui n'est pas le cas avec la parole chez l'être humain. Je dis quelque chose, vous entendez autre chose. Bon, c'est tout propre de la parole et justement de la difficulté que ça peut soulever. Alors attendez voir. D'accord. Oui, en fin de compte, je voulais. Alors, moi, je suis infirmière en CMP. J'ai fait, en plus de mon diplôme, un DU psychosomatique. Et je voulais rebondir un peu sur ce qui avait été l'expression corporelle, la prise en charge psychologique. C'est qu'on avance beaucoup dans la médecine. Et la parole, je rebondissais aussi avec la dame qui est kiné, c'est que la parole physique et somatique, on l'entend très très bien, parce qu'un médecin va soigner un problème de dos, il va soigner un problème articulaire, il va soigner... Mais souvent, il y a un lien psychogène derrière. Et pour en parler, parce que j'essaye de faire parler cette parole-là de ma pratique, et j'aimerais bien qu'elle se développe un peu sur le secteur, parce que moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Donc, je descendais à Montpellier, où beaucoup de gens ont cette pratique-là, avec Dr Sirvin, quand il était vivant, avec sa théorie qu'il a écrite. Et c'est une pratique chez nous qui a du mal quand même à s'installer, dans le sens où un symptôme somatique, alors, qui est en plus en lien avec l'environnement, est en lien avec la société. Enfin, c'est des symptômes qui existent pour plein de raisons. Mais par contre, certains médecins, alors c'est mon interprétation, mais elle est certainement pas bonne, c'est la toute-puissance médicale où le médecin est rassuré en donnant un médicament, en donnant des soins kinés, en donnant, etc.
Sauf qu'il y a plein de pathologies aujourd'hui avec les nouveaux symptômes de notre société qui se développent et des nouvelles pathologies. Alors moi je suis un peu en dehors de la psy quand je dis ça, parce que c'est sûr qu'un psychotique en psychosomatique c'est plus compliqué à prendre en charge, et peut-être parce que je ne connais pas toutes les techniques, mais en somatique il y a plein de symptômes aujourd'hui que le corps dit qu'un médecin n'entendra pas. Il va soigner directement et sans chercher au-delà de soigner. Donc oui, envoyer chez un kiné, ok, mais il faut aussi envoyer chez des gens qui peuvent prendre en charge tout ce qui est de la souffrance psychique. Voilà, c'était ça que je voulais dire dans l'idée. Alors, parce que c'est une conviction pratique que moi j'ai, et c'est une théorie que j'ai apprise, mais en fin de compte, je ne peux même pas trop l'exploiter. Et c'est peut-être un peu ça aussi que je viens chercher ici, c'est de pouvoir dire que le corps parle. Il parle de son corps, mais il parle aussi de son âme, et d'essayer de ne pas toujours casser le corps humain en deux, et de ne pas tenir compte que des mots du corporel. Je rebondissais sur ce que la dame disait, et tout le reste, parce que l'environnement fait des nouveaux symptômes, fait des nouvelles souffrances, et on n'entend pas aussi tout ça. Après, voilà, tout ce qui est société et partenaires médico-sociaux, etc., j'avais aussi envie d'en parler, parce que je crois que chacun n'a plus sa place. Et ça aussi, c'est dans les chiffres, dans attendre quelque chose d'un soignant. Moi, je suis infirmière, même moi, je dois faire des actes, je dois rendre compte. Alors que quand je passe 1h30 avec un patient, forcément, j'ai tenu compte de son symptôme, mais j'ai tenu compte aussi de sa souffrance psychique. J'essaye de tenir compte de tout, donc forcément, ça me demande plus de temps. Et je ne peux pas rentrer dans une case, c'est pas possible. Alors, ce que vous dites est tout à fait intéressant. Bon, à décharge des médecins, c'est qu'effectivement leur formation est médicale, et donc ils ont très peu d'ouverture sur l'aspect psy. Alors, il y a toute la problématique que vous soulevez des maladies dites psychosomatiques, de la douleur. Moi, par exemple, j'ai des patients qui me sont envoyés par des centres antidouleurs parce que, ayant été examinés partout, ils ne savent plus quoi faire avec cette douleur-là. Et l'entretien, c'est là que c'est important, vient permettre de voir, au fond, quelle est la fonction de la douleur chez certaines personnes, quand effectivement on s'aperçoit qu'elle n'a plus de soubassement physiologique. Et bien, par exemple, dans un entretien, je me souviens d'une personne qui venait parler de sa douleur. Et elle était dans une souffrance énorme, elle n'en sortait plus, elle avait été donc passée beaucoup de temps dans ce centre antidouleur. Et petit à petit dans l'entretien, elle commence à dire que finalement, dans sa vie, elle se sent très active, elle part dans tous les sens, elle fait ceci, elle fait cela, et elle me dit: mais au fond, ma douleur m'empêche de partir dans tous les sens, sinon je deviendrais folle. Et là, tout à coup, apparaît la fonction de cette douleur. Cette douleur vient comme un bord, comme une limite, sinon elle deviendrait folle. Et une fois qu'elle a révélé ça dans l'entretien, et en plus, il faut, alors justement, dans l'entretien, il faut avoir vraiment l'oreille, parce que c'est parfois des choses qui se disent, ça passe comme ça. Mais si on y est attentif, on se dit, mais voilà, il est en train de révéler dans l'entretien la fonction de cette douleur. Ce qui fait que l'orientation après, ça ne sera pas de soulager la douleur, puisqu'elle a une fonction. Ça ne sera pas de l'éradiquer, puisqu'elle a cette fonction de la garantir contre la folie. Ça sera d'essayer avec elle de construire une autre manière, d'inventer une autre façon de pouvoir se trouver des limites, de pouvoir trouver un bord que cette manière douloureuse qu'elle a. Voilà une fonction qui peut apparaître dans l'entretien, d'aider, où le psychologue, l'infirmière ou le médecin pourrait aider quelqu'un à construire un autre mode moins douloureux pour s'en sortir dans sa vie avec la manière dont elle s'est structurée. C'est-à-dire quelque chose qui fait que quelque chose en elle ne fait pas bord et ne fait pas limite. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que David a dit tout à l'heure, les gens, ils arrivent en entretien avec aussi plein d'idées déjà en tête, parfois déjà leur diagnostic, parfois des attentes qui sont très précises par
vis-à-vis du travail du psychologue. Et il s'agit parfois déjà d'entrer, de pouvoir subvertir un petit peu le discours avec lequel la personne arrive. C'est-à-dire de pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir entendre cette question de la douleur autrement, encore faut-il pouvoir ouvrir les choses autrement pour la personne, ouvrir une écoute peut-être plus spécifique. Oui, voilà, moi je suis sophrologue à l'hôpital de l'Ouest et j'ai eu la chance d'avoir un planning de consultation où je vois des personnes qui me sont adressées, des gens hospitalisés comme des gens extérieurs. Et je me suis aperçue en fait que beaucoup de gens, ce qu'ils apprécient en fait dans ces consultations, en dehors du fait qu'ils sont suivis bien entendu par des psychologues qui sont tout à fait professionnels et qui savent ce qu'ils font, c'est ce côté humain en fait qu'ils viennent chercher, parce que avec la sophrologie on apprend lors de notre formation ce qu'on nous a appris, c'est de mettre le point réel sur l'humain. Bien entendu les psychologues aussi, mais l'humain dans son ressenti. Donc souvent on aborde nos consultations comment vous vous sentez. Et à partir de là, c'est même pas comment vous allez, ou comment vous vous sentez. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui en ressortent. Et bien avant de faire cette formation de sophrologue, j'ai commencé d'abord par de la massothérapie, le toucher thérapeutique, qui a aidé justement à introduire le corps par rapport à des souffrances qui se passent bien entendu dans la tête, entre autres, mais aussi dans le corps, mais dont les personnes dissocient en fait. Et j'ai voulu donc faire une expertise, aller un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu ce que les gens déposaient aussi. C'est pas simple, quand on est psychologue, il faudrait effectivement les liens avec les choses. Mais je me suis aperçue que notre force, en fait, c'est de rester fondamentalement humain. Humain dans, quelque part, je sais qu'en psychologie ou en psychanalyse, il y a l'histoire du transfert qui est compliquée, qu'il faut arriver à gérer, tout ça. Et je me suis aperçue en fait que l'histoire du transfert, il peut être nécessaire par moment. Il peut être nécessaire par moment à partir du moment où celui qui pratique, donc la personne palestinienne, fait ce travail sur elle aussi pour évacuer cet écho qui pourrait faire écho en elle, quelque part. Et donc, voilà, c'est peut-être plus simple, je n'ai pas de dogme, je ne m'attache pas à des dogmes, mais c'est pour ça que je suis quand même ici, parce que ça m'intéresse, et qu'il faut avoir effectivement en arrière-pensée toute une théorie, je suis tout à fait d'accord, et puis une palette pour se faire son opinion aussi. Mais voilà, j'ai le sentiment aussi d'être... de ne pas toujours mettre trop de barrières non plus, parce que être fondamentalement humain, ça nous guide aussi sur l'autre aussi, et la manière dont on peut l'accueillir. Voilà, merci. Je suis la dernière, j'ai la chance. Alors je voudrais revenir sur une phrase qui a été dite par M. Solène au début. Ce qui m'a intéressé, parce que après ce que j'ai compris, vous avez dit que peut-être il y a des symptômes qui n'ont pas du sens. C'est intéressant. Moi je suis psychologue. Pendant quelques années, je travaille en Pologne. Depuis peu, je travaille sur un poste de psychologue au centre avec mes collègues. Et j'ai beaucoup de patients, justement, qui viennent avec certains symptômes. J'ai toujours des doutes s'il faut se concentrer sur les symptômes qu'on vient ou s'il faut surtout éviter de parler de leurs symptômes. J'ai rencontré ici en France un psychanalyste qui dit qu'il ne faut surtout pas se concentrer sur les symptômes. Mais quand j'adore les thérapies cognitives, behaviorales, bref aussi, elle exige un petit peu quand même de se concentrer sur les symptômes. Alors je voudrais justement vous demander qu'est-ce que vous en pensez, et peut-être les collègues qui sont dans la salle, comment ils pratiquent ces problématiques. Merci.
C'est une question fondamentale. Une question fondamentale parce que on l'a abordé dès le début de cette matinée sur la question des différents abords et l'accueil que l'on fait à la souffrance des sujets, des personnes qui viennent nous rencontrer. Alors, oui, moi je posais cette question-là parce que, tout simplement parce que il y a des sujets avec lesquels on va travailler sur ce sens et pour lesquels ça peut être effectivement absolument délétère. Alors ça a été évoqué tout à l'heure par Sébastien. Les sujets qui arrivent dans ces premières rencontres, dans leurs premières demandes, ils arrivent quand même avec une petite idée. Ils arrivent quand même avec une petite construction qui est la leur autour de ce qui leur arrive. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois ils arrivent avec voilà, cette petite théorie. Moi, j'appelle ça une théorie personnelle. Voilà. Et cette théorie, parfois, effectivement, et qui a à voir directement avec leurs symptômes, parfois il s'agit de ne pas trop la questionner. Alors, la question que vous vous posez, c'est que, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, c'est que si on peut se dire qu'on peut l'interroger ou ne pas l'interroger, avec un certain abord, avec d'autres abords qui sont plutôt du côté des thérapies brèves, au contraire, là il s'agit d'y aller directement. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question des troubles. Effectivement, c'est une question très difficile en fait. Vraiment, alors, alors, voilà, moi effectivement, du côté de ma pratique, moi, effectivement, c'est pas du côté du sens. Voilà. J'accueille ce que le sujet a élaboré lui, mais je ne vais pas l'amener à fabriquer un autre sens, par exemple. Mais plutôt à interroger quelle place ça a, quelle fonction ça a dans son existence, dans sa vie. Je ne sais pas si je réponds à votre question. J'avais bref. Il me semble que beaucoup de témoignages aujourd'hui nous montrent, nous rappellent que la souffrance, le dysfonctionnement, ça ne peut pas être totalement éradiqué. Et qu'il surgit, qu'il insiste beaucoup, qu'il bascule du côté des soignants éventuellement, et que c'est un fait. Et qu'on a à faire avec ça dans la clinique. Et pour reprendre aussi ce qui a été dit, je disais que le sujet patient est aussi bercé par cette illusion, peut-être que la souffrance peut être éradiquée totalement. Et on m'amène à me poser la question si il y a une pente de déshumanisation qui est aussi une volonté du sujet, et que certains sujets versent vers quelque chose d'une désubjectivation, en quelque sorte. Alors comment accueillir ces sujets-là? C'est la question qui... Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui est soulevé là. Ça ne dit pas que ce que vous avez amené aussi. C'est important. Je crois qu'il y a vraiment deux points là que vous amenez en fin
de séance de travail qu'on va reprendre parce que votre question mérite d'être reprise. Et ce qui est amené là aussi, notez-le bien pour qu'on puisse le reprendre la prochaine fois. En tout cas, on va créer la frustration parce que je veux participer beaucoup, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui là. Nous tenons à vous remercier de votre présence et de votre participation aujourd'hui et on espère vous retrouver la prochaine fois dans un mois. Merci à vous. Juste un petit message pour certains étudiants dont on a le mail UL mais pas le mail perso. Il nous faut le mail personnel parce que si on vous écrit depuis une boîte extérieure à l'université, les informations ne vous parviennent pas. Voilà, juste à vous transmettre. Merci. Une dernière chose, il y a une feuille d'émargement qui a circulé. Elle n'a pas circulé. Alors si jamais vous n'êtes pas inscrit dessus, inscrivez-vous et indiquez vos coordonnées et vous recevrez les informations pour les prochaines rencontres. Merci. Parce qu'il répond à l'injonction. C'est bon. C'est bien. Fais les livres. Ça intéresse. Fortement lassé. Il faudra le mettre dans la vidéo. J'ai l'impression. Mais non, Il y a quelque chose, un sujet qui m'intéresse, Là, il faut voir un peu le questionnaire. Ouais, enfin, même les oui, tu peux y aller dans la semaine. Non, mais voilà, donc en fait, même déjà, je pourrais vous inscrire sur le questionnaire. Et là, ah oui, d'accord. Ah,
Mais ça va. Ah oui, finalement, les niveaux d'évaluation ne sont pas exactement pas tout à fait les mêmes. Là, chaque part. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je pense qu'il y a moi, je trouve ça. Observation en même temps de problématiques. Est-ce que vos interventions, ça a montré que c'est pas Justement, la question de la subjectivité, de sa subjectivité. Je te fais un bisou en vitesse. Ça mérite de dézoomer aussi. Est-ce que les personnes me sentent? Bonjour, monsieur Moulin. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Ah oui, très bien. Ravi de vous voir. Mais vous aussi. Bon, faut qu'on fixe une date, tu sais. Donc voilà, non, c'est bien qu'il y ait des voix plurielles et puis qu'il y a On se fixe une date. parce que moi, je participe à des expositions, on a dit c'est bien. Et les gens l'ont dit, on a eu individuel. Vous voyez bien que c'était comment articuler les apports qui soient pas magistraux mais qui soient de cette ordre-là, tout en faisant la demande de parler aussi, alors que ça ne devienne pas une réalité pratique, puisque c'est pas une réalité pratique, puisque ça faut venir clarifier les éléments. Donc on a le droit d'être oui, non, mais on est dans une forme c'est-à-dire voilà quoi, on voit bien qu'il y a une demande de la flexibilité, de la demande de témoignage, c'est riche. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a des niveaux, effectivement, et puis voilà, alors sur quelques Bon, bah, on va remettre ça dans le c'est clair, c'est marrant.
Alors ça se passe bien. Sur cette image de moi. J'ai trouvé directement derrière. Je ne suis pas. Est-ce qu'on est garant de la vie ou pas? C'est la question, c'est le rôle politique. Il y a des ministères qui sont capables de refuser la et là, je me perds, j'adore. Je l'avais pensé, mais bon. Voilà, mais sur le truc, là, il y a des émotions qui sont très longues sur la fantastique. On ne demande pas de l'évoluer, on peut déraper. Ça réfère à la jambe, ça réfère à la question du et en fait, je me suis dit que c'est ça. Ben voilà, je trouve. Voilà. Bon, parce que j'espère que vous pourrez venir le seul. C'est un peu délicat, mais c'est une belle contribution. Ah oui, voilà, bah bien en tout cas, c'est un bon début, je trouve. Ah oui, je trouve. La matière A. Alors que tout ça, bon, ça marche que j'ai ramené tout les entretiens. Et puis effectivement, pas tant ça rencontre. Pas basculer du côté de la pratique. C'est vrai. Et on y est en même temps. Et on est cette année. Oui, c'est ça. Ok, bah Thierry, bon courage. Merci. J'ai peut-être invité sur il faut chercher là où je suis. Courage. Barbara, à bientôt. Oui, on va faire. Merci. Excuse-moi, je t'en prie. D'avoir été là. N'hésite pas à revenir. Ok, merci pour l'invitation. Oui, comme je disais, donc je fais quand même des petites choses à côté. Je participe, j'ai écrit un petit chapitre dans un livre qui va sortir pour Monsieur Dîner. Donc je fais des petites choses comme ça, un petit peu ponctuelles. D'accord. Et donner les enfants de pensez-vous, donner quelques cours à l'université aussi. Oui. Donc ouais, je suis très... c'est bien, oui. C'est la découverte. Mais je suis contente de participer quand même au séminaire. C'est comme ça que je découvre aussi. Oh, pas que d'abord. Les affaires de Sébastien, peut-être. Je pense qu'il va falloir prendre. Et ça tourne toujours. Ça tourne tout. Ouais, ça tourne tout. Oh, c'est marrant, j'ai même. Comment ça marche?